Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro ? Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis ? Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Domitille. Domitille fait partie de ces personnes qui marquent les esprits. Parachutiste professionnelle et conférencière en passant par entrepreneuse, rien ne semble impossible pour elle. Elle nous ouvre les portes de son univers et nous fait découvrir comment elle a réussi à embrasser la diversité de ses envies avec audace, intuition, une grande force de travail et en sachant bien s'entourer. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonsoir Domitille et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Philippine, merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh bien, je vais commencer par une question toute simple. D'où viens-tu et quel est ton parcours ? Vaste question. Pas si simple, Pas finalement. si simple. Alors, je viens de Paris. Je suis née dans le 14e. J'ai grandi, j'ai fait mes études à Paris avant ensuite d'aller parcourir le monde plutôt 10 fois qu'une. Alors, moi, j'ai fait des études d'histoire à la base à la Sorbonne, une licence. Ensuite, j'ai continué par un master en audiovisuel à l'ESRA, un master en écriture de scénario documentaire. Et puis, en même temps que mes études, j'avais commencé à l'âge de 15 ans le parachutisme que je pratiquais à l'époque en loisir. J'en faisais l'été, juillet-août, j'allais passer mes 2 mois à travailler sur le centre de parachutisme pour payer mes sauts. Et puis ensuite, je rentrais tranquillement à Paris pour aller à l'école. Ça s'est amplifié. J'ai pratiqué de plus en plus avec de plus en plus de passion et de sérieux. Et à peu près au moment où j'entrais en master, je suis aussi rentrée en équipe de France de free fly. Alors le free fly, c'est une discipline artistique du parachutisme sportif. En gros, c'est un peu comme du patinage artistique. Il y a des manches de libre et des manches d'imposé, mais au lieu de faire ça sur de la glace, on fait ça en l'air. Donc concrètement, on a une compétition, ça dure 7 sauts. Ça prend généralement 4-5 jours à faire en fonction de la météo. On a 5 sauts qui vont être des sauts de libre, où là, on a 45 secondes entre le moment où on sort de l'avion et le moment où les juges arrêtent la vidéo, parce qu'on est évidemment jugé sur une vidéo. Les juges ne sautent pas en même temps que nous. Donc une équipe, c'est 3 personnes, 2 performeurs, un vidéoman, et le rôle du vidéoman est crucial, parce que sans ces images, on ne peut pas être noté. Et donc un libre est noté sur ses qualités artistiques, est-ce que c'est original, est-ce que c'est beau, sur sa qualité technique, est-ce que c'est difficile, et puis sur la qualité de réalisation. C'est parce que c'est pas tout d'avoir un programme sur le papier très beau et très dur. Si au moment d'aller le voler, tu fais n'importe quoi, t'es des synchros et tu rates des moves, évidemment, tu perds des points. Et le travail du caméraman est noté aussi. Donc 5 manches comme ça. Et ensuite 2 manches d'imposé, où là, pareil, un peu comme en patinage artistique, il y a des moves prédéterminés qu'on travaille toute l'année. Et là, toutes les équipes vont réaliser, il y a 4 moves par saut, donc 2 sauts différents, ça fait 8 moves. Et on est noté sur la qualité de la réalisation, de la précision de la réalisation de ces mouvements. Donc voilà, je me lance dans le free fly en même temps que je commence un master. Et puis, j'ai quand même réussi poussivement à aller au bout du master, mais la partie compétition a vraiment décollé, sans mauvais jeu de mots, ça se passait très bien. Et j'ai décidé de m'impliquer à 100% là-dedans en me disant je vais faire ça 1 an, 2 ans, et puis ensuite il faudra que je retourne, soit reprendre des études, soit essayer de trouver un vrai métier. Mais c'est vrai qu'en sortant d'études, sans expérience professionnelle, essayer de trouver un job en disant à un potentiel futur employeur, alors j'ai pas d'expérience et en plus 1 ou 2 semaines par mois, pendant 6 mois de l'année, je serai pas dispo. C'était pas vraiment une option. Donc, j'ai décidé de jouer à fond la carte du parachutisme. J'ai commencé à coacher ma discipline en parallèle de mes entraînements et de mes activités de compétition, plus au début comme un moyen de survivre financièrement, en fait, et de trouver quelque chose qui était suffisamment flexible pour que je puisse mener à bien ma mission de haut niveau. Le parachutisme, j'imagine que la plupart de nos auditeurs en ont pas franchement entendu parler en tant que sport. On n'est pas un très gros sport, on n'est pas un sport très médiatisé. Donc, il n'y a pas énormément d'argent. On ne gagne pas d'argent en compétition. Des sponsors, j'en ai rapidement eu, mais c'était des sponsors équipementiers. Donc, des gens qui m'ont donné des voiles, des parachutes, des harnais, des casques, des combinaisons, ce genre de choses. Ce qui est déjà un énorme avantage par rapport à beaucoup de gens qui pratiquent. C'est un sport qui coûte quand même un peu de sous, surtout quand on le fait à haut niveau. La Fédération française nous payait nos entraînements. Donc, j'ai tout de suite intégré un système qui m'a permis de beaucoup progresser, mais qui ne me permettait pas de gagner ma vie.
Donc, j'ai dû commencer par enseigner ma discipline et puis me perfectionner là-dedans. Et après, c'était parti et ça fait 15 ans, plus de 15 ans que j'y suis. Et même si maintenant je commence à développer des nouveaux projets, je suis jamais retournée faire des études ou trouver un vrai travail, comme disait ma maman. On va y revenir à cette notion de vrai travail qu'on dit bien évidemment avec des guillemets Avec avec plein les de doigts guillemets. là, voilà. Et avant ça, j'aimerais te poser la question justement de ces fameuses études dont tu parles, la licence en histoire et le master audiovisuel. Si c'était à refaire, t'y retournerais ou pas alors, vu que tu les as pas utilisés? Alors carrément, la licence d'histoire à la Sorbonne, c'était absolument génial. J'adorais et j'adore toujours l'histoire. Donc ça, c'est un sujet que je peux continuer d'explorer sans avoir besoin d'aller à l'école. On vit dans un monde où les ressources ne manquent pas. C'était intellectuellement extrêmement formateur. Il y a une rigueur, un travail, une ouverture d'esprit, une confrontation des sources. Ça développe vraiment un esprit critique. Donc ça, c'est un socle intellectuel qui m'a servi en fait par la suite énormément. Et puis c'est dans un très très bel endroit. Enfin franchement, je ne regrette pas du tout ces années-là. Éventuellement, vu que je me suis pas servi du master, je serais peut-être restée 2 ans de plus à faire un master en histoire. Mais bon, avec des si, on mettrait pareil en bouteille. J'ai appris des choses aussi dans mon master d'audiovisuel qui m'a un tout petit peu servi dans immanquablement aujourd'hui en tant qu'athlète on est présent sur les réseaux sociaux, donc forcément on fait un peu de storytelling, on fait un peu d'image, donc c'est des compétences qui m'ont quand même un petit peu servi. J'ai souvent des gens qui me demandent, surtout des jeunes parachutistes qui ont envie de faire de la compétition, qui ont envie de devenir professionnels et qui n'ont pas du coup pas hyper envie d'aller faire des études, et moi j'ai plutôt tendance à encourager les gens à en faire, déjà parce que c'est quand même un super plan B si jamais l'option sportive fonctionne pas, parce que c'est un environnement où il y a quand même beaucoup d'appelés, peu d'élus. Votre condition physique est hyper importante et si quoi que ce soit arrive, un accident, une maladie, bah, c'est plus tellement possible de le faire. Donc j'encourage toujours les gens à avoir un plan B, mais surtout pour la fondation intellectuelle que ça donne. Je pense que c'est quelque chose qui sert quel que soit l'environnement dans lequel on décide d'évoluer plus tard. Et moi, ça m'a énormément servi dans le parachutisme, dans les engagements, on va dire, dans la politique sportive que j'ai pris à la Fédération française de parachutisme ou même à l'international, où maintenant je me suis retrouvée, c'est moi qui représente la France dans les instances internationales du parachutisme. Le fait d'avoir ce socle intellectuel-là, cette capacité à avoir plusieurs niveaux de langage, d'interagir avec des gens différents, c'est hyper utile. Et je m'en sers tous les jours. Ouais, donc hyper intéressant. Et est-ce que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce qu'on pourrait extrapoler et dire que pour toutes les carrières qu'on appelle un peu atypiques, où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, sportifs, artistiques et cetera, donc tu conseillerais quand même de faire des études, enfin en tout cas un certain niveau, tu dis pas bac+30, mais voilà, pour avoir un filet de sécurité, mais surtout, finalement des fondations, intellectuelles, culturelles sur lesquelles on peut s'appuyer par la suite dans sa carrière? Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas un mauvais conseil à donner. Après, il est tout à fait possible de faire sans, j'en suis certaine, hein. J'imagine que dans le podcast, vous avez sûrement reçu des gens qui ont Absolument. fait autrement. Mais en tout cas, moi, c'est mon parcours et c'est le conseil que j'aurais tendance à donner aux gens. Sachant qu'en plus, toi, tu as un peu fait les 2 en même temps au départ, pendant ton Complètement. master, donc l'un Bien ne sûr. veut pas dire laisser tomber l'autre et ils peuvent se Tout à fait. nourrir. Tout à fait. Et le plus tôt on commence à travailler sur quelque chose et le plus assidûment on y travaille, le plus de chances on a que les résultats soient intéressants. Donc ça demande évidemment des sacrifices et c'est ça qu'on n'est pas toujours hyper prêt à faire. Ou alors sur le concept on est d'accord et puis dans les faits au jour le jour c'est plus difficile. Je me souviens quand j'ai commencé la compétition, un ami à moi qui doit bien avoir 15-20 ans de plus que moi m'avait dit, et moi j'avais même pas 20 ans à l'époque, il me dira: «Tu verras quand tu arriveras vraiment aux grosses compétitions, en championnat du monde, vraiment quand les échéances sont importantes et difficiles, la différence entre les équipes, ce sera l'équipe qui aura fait le plus de sacrifices qui va gagner». Et sur le coup, j'ai compris le concept général, mais je ne l'ai pas vraiment compris intrinsèquement. Et c'est plusieurs années après, quand je me suis retrouvée au fameux championnat du monde crucial pour moi, où j'avais une chance de gagner, mais il y avait énormément d'équipes de très haut niveau aussi. En fait, cette notion de sacrifice, évidemment, elle a une conséquence sur le travail que vous fournissez. Tu fais des sacrifices pour consacrer plus de temps à faire quelque chose, plus de temps tu passes à quelque chose, meilleur tu deviens. Mais il y a aussi une question de motivation. Quand tu as sacrifié beaucoup de choses pour un objectif, tu peux vachement moins te permettre de ne pas l'atteindre. Et en termes de motivation, d'énergie, de puissance que tu apportes dans ce que tu fais, ça fait vraiment une différence. Et tu penses à quoi quand tu parles de sacrifice? Toi, personnellement, par exemple, qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est à la fois en termes de vie personnelle, potentiellement en termes de rémunération financière aussi. J'aurais pu faire des choix qui m'auraient rapporté beaucoup plus de sous. J'ai pris une autre option. J'ai vécu, on va dire, assez simplement et de façon nomade pendant plusieurs années. Et puis, d'un point de vue personnel, tu n'as pas beaucoup de temps pour autre chose. Tu n'as pas beaucoup de temps pour d'autres gens, pour ta famille.
tu rates les mariages de tout le monde, tu rates les anniversaires, tu n'es pas forcément toujours présent. C'est pas facile émotionnellement. Donc, c'est des choix qui sont souvent un peu égoïstes. Alors, il faut essayer de les balancer pour essayer de rester quand même un humain fréquentable. Mais voilà, tu es face à des choix de comment tu passes ton temps, tout simplement. Hein. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 7 jours par semaine. Quand tu décides de faire quelque chose vraiment très, très bien, faut être un peu monomaniaque. Et quand tu es monomaniaque sur quelque chose, tu renonces à tout le reste. Et là, tu parles de sacrifice. Alors, on a entendu, hein, bien évidemment, d'un point de vue personnel également, de temps, etc. Mais j'aimerais bien revenir sur le financier parce que c'est évidemment une question que beaucoup de gens se posent au moment d'un choix de projet professionnel, notamment sur ce type de projet un peu atypique. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, je vais gagner ma vie? J'ai bien compris, tu as dit que pendant quelques années, c'était quand même compliqué, que tu vivais en nomade, très simplement, etc. Mais est-ce que tu t'es dit, je le fais, allez, je me donne 2 ans et ensuite, c'est sûr que je vais réussir à gagner ma vie? Tu as fait un plan? Tu disais, est-ce que je vais combiner avec une autre activité alimentaire? Est-ce que tu savais que finalement, à force de travail, tu allais finir par pouvoir en vivre? Comment tu t'es construit ce plan finalement? Alors, je savais rien du tout. J'ai pas construit grand-chose. J'y suis allée un peu tête baissée. Et la raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'avais aussi un coussin de sécurité, que je savais que si tout foirait, mes parents ils me donneraient quand même un toit et à manger. Et donc, j'ai conscience que je suis partie d'un point de départ vraiment privilégié, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est toujours un peu difficile pour moi de donner des conseils sur ces aspects-là, parce que je me dis, oui, c'est bien gentil, mais prendre des risques, c'est facile. C'est beaucoup plus facile quand tu sais que au pire, t'es pas à la rue. Donc, ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et Après, malgré ça, tout le monde n'est pas non plus prêt à, je sais pas, à 35 ans, retourner chez ses parents, etc. Tu vois, c'est sûr. Encore une fois, c'est des choix. Et la prise de risque, c'est un vaste sujet. C'est un sujet sur lequel j'interviens d'ailleurs en conférence on va en parler. aujourd'hui. Ça demande d'essayer de faire le tri un petit peu entre la peur justifiée et la peur qui te bloque. Et cette limite, elle n'est pas toujours évidente. La peur qui te donne des infos sur va pas là parce que sinon tu vas t'éclater et ça va faire très mal. Et la peur qui te dit oh non, prends surtout aucun risque et qui t'empêche d'avancer. Il y en a une qui est importante pour Vitale, exactement. Et puis il y en a une autre qui est limitante. Et faire la différence entre les deux, c'est pas toujours facile. Et comment t'as fait toi alors? À l'instinct. Et donc, c'est difficile de communiquer ça. Je pense vraiment que je partais d'un endroit de sécurité émotionnelle, financière, affective. Et donc, ça aide à prendre ce genre de décision. Donc, le premier conseil, c'est si vous avez la chance d'être déjà dans cet état-là, profitez et surtout gâchez pas cette chance, foncez. Si vous ne l'êtes pas, essayez de créer les conditions pour y être un minimum. Et donc ça peut vouloir dire plein de choses différentes. À la fois, alors ça veut dire prendre un job alimentaire et faire un plan sur combien de temps par jour ou par semaine vous pouvez consacrer à autre chose. Mais aussi, et ça je pense que c'est hyper important, sur un plan social et affectif. Tisser des liens, entretenir ses amitiés, avoir des gens, un réseau sur qui vous pouvez compter, c'est un des facteurs les plus importants de la résilience. Et parfois, il ne faut pas oublier ça dans sa course à ses objectifs, et quelles que soient ses ambitions. Et moi, j'ai toujours tendance à penser que la vie, elle est quand même vachement plus chouette si on a des ambitions élevées. Il ne faut pas négliger de s'entourer. Parce que quand les choses tournent mal, et ça peut arriver de plein de façons différentes, c'est quand vous avez un réseau solide autour de vous que vous pourrez continuer à avancer. Tes conseils déjà à ce stade, ce serait de créer les conditions de la résilience. Et si on ne les a pas, c'est créer une condition de sécurité émotionnelle, affective, financière. Et quand tu dis émotionnelle, c'est s'entourer de personnes ressources sur qui on peut compter, que ça aille bien ou pas. Et une fois qu'on a ça, qu'on a ce socle, j'aimerais bien revenir à cette notion d'instinct que moi j'appelle plus l'intuition parfois, mais j'imagine qu'on parle de la même chose. Carrément. Est-ce que tu aurais, c'est une question un peu difficile, mais là comme ça, des conseils à donner pour se reconnecter à son intuition, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément évident? Pour moi, la notion de se reconnecter à ça, elle va pas forcément être évidente parce que j'ai l'impression d'en avoir jamais été extrêmement déconnectée. Si ça fait sens. Je pense que ça fait partie de qui tu es. Ça, ouais, exactement. Et c'est un peu un mystère. C'est vraiment quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup en ce moment. C'est de comprendre ce qui, chez moi, a fait naître ces conditions-là, parce qu'une fois que j'arrive à l'identifier, peut-être je peux aider à le transmettre. Malheureusement, j'en suis pas encore complètement là. Je pense que j'ai eu de la chance et ça compte. Et ensuite, j'ai osé. Pourquoi moi, j'ai réussi à faire ça de façon assez facile, et pourquoi certaines personnes ont autant de mal à le faire, j'en sais rien.
Et ça fait partie des choses que j'explore en ce moment. Alors, je suis désolée, j'ai pas de réponse. Non, c'est Vraiment. super, c'est peut-être le sujet d'une prochaine conférence, le jour où tu auras commencé Complètement. Ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Super. Et du coup, je parle beaucoup avec les gens. Alors moi, j'ai aussi tendance à être... on a tous des biais cognitifs autour de nous. Moi, c'est sûr que les gens qui sont très proches de moi, c'est des gens qui ont des parcours de vie un peu similaires aux miens, qui viennent de plein de pays différents, mais qui voyagent, qui sautent d'avion, qui n'ont pas peur de monter sur une scène. Donc, c'est des gens qui finalement ont des... Je vais essayer d'identifier ce qu'on a en commun et puis ensuite essayer d'aller explorer l'autre côté de la barrière. Et justement, tu parles de sauter en parachute, monter sur scène. Donc, petit spoiler, tu ne fais pas que du saut en parachutisme aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à explorer, à ajouter des cordes à ton arc ou à ton projet professionnel? Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous raconter quels sont ces nouveaux projets qui sont distincts du parachutisme et que tu as intégrés à ton quotidien professionnel? Alors, j'ai commencé par l'entrepreneuriat en mode haut niveau, mais pas toute seule, parce que toute seule, j'y serais absolument jamais arrivée. Je me suis associée avec quatre amis, des gens qui sont issus, 3 d'entre eux du milieu du parachutisme et pour le 4e, un ami du premier, du porteur de projet principal. Et on a monté une soufflerie. Une soufflerie, c'est un simulateur de chute libre. En gros, c'est un grand tube en plexiglas avec de gros ventilateurs qui propulsent du vent vertical, du bas vers le haut et qui recréent exactement les conditions d'une chute libre. Donc, c'est un outil génial pour s'entraîner en tant que parachutiste. Parce qu'un saut en parachute, vous avez 45 secondes, 50 secondes de temps de travail avant de devoir vous éloigner, ouvrir votre parachute. Même quand vous faites une journée intense d'entraînement, moi en équipe de France au maximum, je faisais 15 sauts par jour, vous avez fait même pas 15 minutes d'entraînement dans la journée. En soufflerie, on peut voler 1 heure et demie si on a la forme physique pour le faire. Donc c'est génial pour ça et ça permet aussi aux gens qui n'ont jamais goûté à la chute libre de mettre un peu le doigt dedans, de goûter à cette sensation sans avoir besoin ni de se jeter d'un avion, ni de poser une voile. Ce qui sont quand même un peu les plus gros facteurs de stress la première fois. Donc voilà, on était 5 sur ce projet. On a ouvert en 2020. Alors, c'était censé être en avril, finalement c'était en août, plus le confinement derrière. Bref, ça s'appelle Zero Gravity et c'est juste à l'entrée du Futuroscope. Donc ça a été une expérience incroyable. J'ai déménagé à Poitiers pendant 4 ans pour poursuivre ce projet et m'investir dedans. Au départ, je m'occupais du développement sportif, donc des aspects vraiment sportifs. Vu que les 3 publics principaux, comme je t'expliquais, c'est des sportifs qui viennent s'entraîner, des gens qui viennent faire un baptême, donc qui ne sont pas des parachutistes mais qui ont envie d'essayer, et puis après le B2B, des gens qui viennent en séminaire, ce genre de choses. Donc moi, je m'occupais de la partie sportive. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, et puis après, j'ai décidé de m'envoler vers de nouvelles aventures, parce que là, la soufflerie, elle est belle, elle est magnifique, elle tourne bien. Et donc, tu as quitté totalement ou tu as encore des parts dedans? Alors non, j'ai encore des parts, Ouais. je suis encore là, tu vois, j'y vais le week-end prochain, le week-end d'après. Donc non, toujours investie et toujours très heureuse de le voir grandir. Mais de plus loin. Mais d'un petit peu plus loin, parce que j'avais ce 2e projet qui là est plus personnel. On va dire que la soufflerie, ça a été une façon pour moi d'essayer quelque chose de nouveau, de construire quelque chose aussi, de concret, de matériel, de physique, d'investir de l'argent dans quelque chose qui, je l'espère, dans quelques années, m'en rapportera. C'était un gros investissement au départ, donc ça prend quelques années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais, tout de suite, on imagine un gros investissement. C'est un énorme investissement. L'infrastructure. Ouais. On est 5, mais on a évidemment emprunté pas mal de sous. Mais c'est un projet à 8 millions d'euros. Donc c'est quand même un gros truc. Et pour moi, ça a été extrêmement instructif parce que Fabrice Crouzet, qui était le porteur de projet, qui est maintenant le président de la société, le gérant, a été quelqu'un qui a été extrêmement inspirant à regarder travailler. C'est un bourreau de travail. Je suis toujours extrêmement impressionnée par lui. Et ça m'a permis d'avoir un œil direct sur la création d'une société et de l'idée à un bâtiment qui tourne et des gens qui volent, quoi. C'était extrêmement intéressant et j'ai appris énormément à faire part de ce projet de l'intérieur. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte un petit peu des problématiques du milieu de l'entreprise, qui était quelque chose qui me manquait pas mal, parce que moi, comme on en a parlé, j'ai fait des études, on va dire plutôt littéraires. Et ensuite, je me suis enfuie avec le cirque et j'ai été faire la saltimbanque du ciel pendant 15 ans. Donc, le milieu de l'entreprise, que ce soit une grosse ou une petite, les problématiques vraiment que les gens rencontrent au jour le jour, c'était quelque chose qui était assez distant pour moi. Et donc là, avec Zero Gravity, j'ai pu me rendre compte de façon très concrète de qu'est-ce qui est compliqué quand on gère de l'humain, qu'est-ce qui est compliqué quand on monte un business. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'éléments que j'avais rencontrés ou que j'avais appris sans me rendre compte que je les apprenais dans le cadre de mon sport, à la fois en équipe, mais aussi et surtout
en organisation de records, où là, tu as vraiment... c'est une petite entreprise, quoi. Hein, tu sélectionnes des gens et tu dois accomplir un objectif ambitieux et amener les gens jusqu'à cette obtention. Et donc, j'ai commencé à gamberger sur tous ces sujets-là. Mais en parallèle, j'avais remarqué que certains de mes amis parachutistes commençaient à faire ça, de la conférence, notamment deux amis à moi, Fred Fugène et Vincent Refait, qui ont toujours été des gens, ils ont été champions du monde, c'était la génération d'avant la mienne. Et donc, j'étais toujours très admirative d'eux, je suivais énormément ce qu'ils faisaient. Et j'avais remarqué qu'ils commençaient à faire de la conférence. Et je me suis dit, ça m'intéresse, moi qui aime les mots, moi qui aime parler. Et je me suis dit, c'est génial, c'est fait pour moi. Du coup, j'ai passé quelques coups de fil, notamment à Fred et Vince, pour leur demander comment vous avez commencé, comment vous avez mis le pied à l'étrier, parce que j'aimerais bien faire la même chose. Il y a eu quelques autres personnes, Johan Abi, Cédric Dumonde, et voilà, des parachutistes qui avaient commencé à faire ce genre d'intervention. Donc, j'ai demandé des rendez-vous, j'ai fait des Zooms. C'était pendant le Covid. Ça a aussi été un élément déclencheur pour moi, j'imagine, comme beaucoup de gens, hein, ces 3 mois d'arrêt brutal du monde, de la vie, et de ne pas sortir de chez soi. Ça nous a donné du temps pour la réflexion. Donc, moi, c'est le moment à partir duquel j'avais enfin 5 minutes pour réfléchir. C'est vrai que ma carrière sportive, et c'est génial, j'ai beaucoup de chance, elle s'est bien développée. Oui, tu gagnes ta vie maintenant. Je gagne ma vie, je gagne bien ma vie avec ça. En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et là, je fais un effort conscient et très pénible pour ralentir le rythme. J'ai passé 10 ans où toutes les semaines, j'étais dans un pays différent, sur un événement de parachutisme différent, et j'enchaînais. Et c'était génial, extrêmement enrichissant sous plein d'aspects. C'était tout ce que j'avais connu, donc ça me paraissait normal. J'avais jamais eu une vie, on va dire, plus classique, plus sédentaire. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, pour moi, c'était la norme. Donc là, tout d'un coup, me retrouver 3 mois sans bouger du même endroit, ça m'a fait bizarre. Alors, je l'ai super bien vécu parce que je venais juste de déménager à Poitiers, dans un super bel endroit. J'avais loué une petite maison en pierre dans l'enceinte d'un château. J'avais 17 hectares de terrain, une forêt, une rivière. Ouais, moi, c'était mal poli. J'ai vraiment gagné le confinement. Ça donne envie d'avoir été invité pendant le confinement, quand on était bloqué dans un appart à Paris ou ailleurs. J'ai déménagé 2 semaines. Enfin, je me suis installée là-bas 2 semaines avant le confinement. Hein. J'ai vraiment eu un timing. Mais moi, j'ai vraiment de la chance. Encore une fois, je sais pas d'où ça vient, mais... T'as eu l'intuition, t'as eu le pif. Ah ouais, je sais pas franchement à quoi c'est dû. Mais... Et donc, j'étais dans ce très bel endroit. Je passais des coups de fil à des gens qui faisaient déjà ce métier. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que vous fournissez, en fait. Hein. C'est ça que je trouve génial chez Chance. Le partage d'expérience. De partage d'expérience, ouais, d'avoir des rôles modèles et d'avoir des gens qui partagent les lives. Les métiers en coulisses auxquels tu as participé. Merci encore. Je vous en prie. C'est vraiment chouette. Et c'est quelque chose... si à l'époque, je vous avais connu et que vous aviez eu plusieurs conférenciers, j'aurais dévoré ça pour savoir un peu comment ils avaient commencé. Bon, là, j'ai la chance d'avoir un assez gros réseau de par mon sport. Oui. Donc, j'ai contacté les gens que je connaissais. Fred m'a donné le contact de la personne avec qui il s'était formé pour la prise de parole en public. Et pour les conférences, j'ai pris contact avec cette dame, Véronique. Et puis, on est parti pour un accompagnement de 2 mois où j'ai commencé à apprendre de façon théorique. Et puis, elle m'a aidé à travailler sur un webinaire en particulier que j'avais déjà vendu dans le cadre d'un événement parachutiste sur la résilience, justement. Et je me suis mis le pied à l'étrier comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à communiquer un petit peu sur mes réseaux, sur le fait que je commençais à faire ça. Et encore une fois, grâce à mon réseau, via le parachutisme, j'ai été contactée par une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis ensuite, c'est un peu la magie des réseaux et des gens qui même ne vous connaissent pas, mais vous découvrent au hasard d'un algorithme. Et voilà, là, je suis dans une jolie pente montante et j'espère que ça va continuer. 2024, c'est l'année où je passe un gros coup d'accélérateur sur ces activités-là. Parce que donc là, tu es auto-entrepreneuse ou tu vas monter une société ? Je monte une société là pour ça. Pour l'instant, j'ai une micro-entreprise pour mes activités de parachutisme et là, je suis en train de monter une entreprise pour mes activités de conférence. D'accord. Et on va parler effectivement de tes projets à venir. Avant ça, si j'essaie un peu de résumer, parce que ces moments de transition, ils sont quand même hyper intéressants. On a tellement à apprendre en fait de ces bifurcations chez les autres, parce que ça peut résonner en soi. Donc, de ce que j'entends, il y a eu cet aspect pause, qui était finalement lié au confinement. Alors certes, dans de bonnes conditions, mais tout de même le côté un peu je ralentis, je m'arrête. Donc, un peu d'introspection, consciente ou inconsciente. Le lien entre différentes expériences professionnelles qui sont ton expérience en tant que sportive et ton expérience en tant que, on va dire, salarié au sein d'une entreprise avec toutes les problématiques que ça implique. Et donc, un nouveau moteur qui a émergé, qui est le besoin d'exprimer et de partager finalement les ressources que la première expérience t'ont apportées pour te développer dans la deuxième. Je ne sais pas si c'est trop compliqué ce que je dis ou si c'est clair. Non, enfin moi je suis. Ça va, tu suis. L'importance du réseau, aussi bien dans le côté inspirationnel que dans le côté concrètement pragmatique de comment j'y vais.
puis voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai Ouais. résumé ou tu vois autre Il chose? y a, ouais, il y a un élément supplémentaire qui est lié au fait que, de par mes activités sportives, le fait de gagner ma vie en faisant du parachutisme, il y a un élément qui est lié au corps, ma capacité physique à continuer à sauter. Je me vois pas arrêter de sauter jusqu'à ce que vraiment je sois incapable de me traîner dans l'avion. Mais par contre, professionnellement, la date de péremption, elle arrive un peu plus tôt Comme tous les sportifs de haut niveau. l'incapacité physique. Ouais. Et déjà, le parachutisme, c'est un sport que tu peux faire à haut niveau pendant super longtemps. C'est quoi l'âge à Par peu rapport près, en gros? Il y a là, j'ai un exemple, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais quelqu'un qui s'appelle Pete Alum, qui doit pas avoir loin des 60 s'il les a pas déjà dépassés, et ça reste un des meilleurs parachutistes au monde. Il est excellent dans ce qu'il fait, il continue à voyager énormément pour faire ce qu'il fait, donc c'est possible de le faire quand même assez longtemps, si tu prends soin de toi. Mais il y a évidemment. quand même cette conscience, effectivement, pas reposer sur sa capacité physique, tout ce qu'on fait, Ouais, quoi. moi, c'était un des aspects, ne pas devoir compter uniquement sur une forme physique parfaite pour pouvoir continuer à gagner ma vie. Et puis, il y avait un élément de nomadisme aussi. Oui, voilà, besoin de sédentarité, Et besoin effectivement. de sédentarité. Tu vois, moi, j'approche tranquillou milou de la quarantaine. Là, je vais avoir 39 dans 3 semaines. Et j'aimerais bien avoir un enfant. Donc là, c'est carrément l'heure de m'y mettre. Et le mode de vie que j'ai eu jusqu'à présent, que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial et que je suis tellement heureuse d'avoir vécu, il n'est pas du tout compatible avec un bébé. Changer toutes les semaines de pays avec un enfant, c'est pas vraiment optimal. Donc j'avais aussi envie de créer quelque chose qui me permette d'être un peu plus sédentaire. C'est aussi pour ça que je suis revenue à Paris. C'était un peu en mode magicien d'Oz, follow the yellow brick road, hein. J'avais envie de rentrer à la maison dans une ville que j'aime, dans une ville qui m'inspire, dans une ville que je connais, de passer à une étape qui me permette de travailler pas mal de chez moi et puis de faire, voilà, si j'arrive à faire 1 ou 2 conférences, 3 conférences par mois, ben, je peux toujours me déplacer pour ça. Je veux bien aller le faire même à New York, il n'y a pas de souci, mais pas toutes les semaines, pas partir toutes les semaines, pas bouger tout le temps. Il y avait aussi toute une réflexion sur ça. Quelle est ma prochaine phase de vie? Qu'est-ce que je veux créer comme contexte de vie, comme équilibre pro et perso? Quels sont les métiers qui vont pouvoir me permettre d'avoir ça avec le background que moi j'ai? Et la conférence, c'est ce à quoi j'ai pensé immédiatement, c'est ce qui m'a le plus emballé. J'aime les mots, j'aime écrire, j'aime parler, et puis j'aime vivre. Et je me dis que ces 2 choses-là, mises ensemble, il y avait quelque chose à faire. Et merci de rappeler effectivement l'importance de ce que nous, chez Chance, on appelle le pilier impératif. Mmh. C'est vrai que quand on construit un projet professionnel, on pense plus souvent aux métiers, aux activités, à l'environnement dans lequel on va l'exercer, à la finalité qu'on va servir, mais finalement, les impératifs personnels, au-delà du financier, mais de style de vie, Ouais. géographique, etc., Mmh. sont extrêmement importants Hyper pour le important. bien-être. Donc, merci beaucoup de le rappeler et de leur donner toute leur importance. Dans ce nouveau métier, parce que si je ne m'abuse, c'est nouveau pour toi, Ouais, tu t'es formé ouais. Et je vais continuer à me et tu former. vas continuer à te Ouais. former. Donc, tu avais certes quand même un beau background, un beau bagage, comme tu dis, des compétences transférables, etc. Mais tu as quand même acquis aussi des nouvelles compétences. Et donc, c'est quoi, globalement, les grandes compétences pour être un ou une bonne conférencier, conférencière? Alors, il y a des aspects de fond et des aspects de forme. Ouais. Sur le fond, ça va vraiment dépendre de quel type de sujet vous voulez aborder, de quel type de conférencier vous voulez être. Il y a des gens qui sont sur des sujets très techniques, sur des sujets plus scientifiques, sur des sujets plus soft skills. Enfin voilà, il y a du fond à trouver. Pas forcément que de l'extraordinaire ou Pas du du tout. vécu de TEDx. Pas du tout. Ouais. Ouais. Et ça, j'en avais un peu conscience, mais je le découvre vraiment maintenant que j'explore plus l'écosystème français et international sur ces sujets-là. Il y a des gens qui ne sont pas sportifs de haut niveau, qui ne sont pas astronautes, qui n'ont pas traversé l'Antarctique 3 fois en claquette, et qui sont extrêmement talentueux et extrêmement successful, je dis en français, qui marchent très très bien parce qu'ils se spécialisent sur des sujets dont le monde de l'entreprise a besoin. Donc, c'est trouver ce sujet. Donc d'abord, voilà, c'est trouver en fonction de soit ton expertise, soit ton appétence, de quoi tu veux parler. Et Ok. ensuite, une fois que tu as trouvé ça, continuer à lire sur le sujet, aller rencontrer des gens qui parlent des mêmes choses. Voilà, il y a une partie de formation et d'éducation sur ça. Parce qu'évidemment, évidemment, c'est quelque chose sans fin. Et c'est ce qui fait partie des attraits du truc, c'est que tu es toujours en train d'apprendre quelque chose et intellectuellement, c'est quand même assez chouette d'être toujours en train un peu de te remettre en question et d'essayer d'améliorer ton contenu. Et puis ensuite, il y a une partie forme où là, c'est vraiment de la prise de parole en public, la voix, la posture, la communication non verbale, l'énergie que tu mets dans ta façon de parler. Et ça, c'est aussi très important. Tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai fait un TEDx. Cette expérience-là a été aussi extrêmement formatrice. Un TEDx, c'est quelque chose qui n'est pas rémunéré, mais par contre, tu es accompagné
Et c'est un process qui a duré quasiment 1 an pour moi. Alors, c'est pas forcément toujours aussi long. Là, c'était en 2021, il y avait des épisodes de Covid qui ont fait. Ouais, moi, j'en ai fait un qui a duré 4 mois Ah ouais. de formation. Donc, j'ai Ouais. pas. Ouais, moi, j'ai une copine qui vient d'en faire un. Elle a eu 3 semaines entre être acceptée et monter sur scène. Donc, Wow. quand elle m'a dit ça, j'ai fait trop bien. Mais non, je ne devais pas crier. Donc, ça peut varier, mais l'accompagnement, moi, j'ai trouvé l'accompagnement extrêmement enrichissant et notamment sur la forme. On avait 2 coachs un peu de théâtre Ouais. sur la voix, sur la respiration. Ça a été très formateur aussi. Ok, donc des compétences de fond et de forme. Et maintenant, si je reviens du coup sur le fond, est-ce que tu voudrais bien nous partager? Alors évidemment, tu vas pas nous refaire une conférence en 3 minutes, ce serait trop demandé. On n'a qu'à aller Je suis assister pas à des prête. conférences et on a très envie de le faire. Mais au-delà de ça, comme ça, là, est-ce que tu pourrais nous donner 1 ou 2 parallèles que tu fais entre ton expérience de sportif de haut niveau et justement les besoins que tu as identifiés en entreprise dont tu nous parlais tout à l'heure? Alors, on va dire, les 2 thèmes que j'aborde le plus fréquemment, ça va être soit sur des sujets de leadership. Et sur ce sujet-là, j'ai beaucoup utilisé cette année le dernier record du monde féminin de grande formation, qui s'appelait Project 19. On a fait un 80, donc 80 femmes qui sortent de 5 avions différents pour construire la plus grande figure accrochée tête en bas les unes aux autres. Alors, ça peut paraître complètement bizarre et un peu anecdotique, mais la menée de ce projet-là a été une masterclass en leadership. Et je le mets en parallèle, alors j'essaie de faire toujours ça correctement. 3 mois avant ce record-là, il y a eu une autre tentative de record du monde, mixte cette fois, donc garçons et filles, où on a essayé de faire un 200. Et c'était la 2e fois qu'on essayait de faire ça. Le dernier record mixte date de 2015. Il y a eu à 164, on a fait des tentatives ensuite en 2018 qui ont échoué et des tentatives l'année dernière qui ont échoué aussi. Et j'ai été témoin et un petit peu partie prenante de ces tentatives mixtes. Et ensuite extrêmement partie prenante parce que je fais partie de l'organisation du record du monde féminin. Et donc comparer les styles de leadership et voir ce qui a fonctionné dans un cas, ce qui n'a pas fonctionné dans l'autre. Et ça, c'est des leçons qui sont hyper transférables dans le milieu de l'entreprise. Pour te donner quelques exemples, dans Project 19, ça s'appelait comme ça parce qu'on était censé le faire en 2020 et c'était pour célébrer le centenaire de l'amendement 19 de la Constitution américaine qui a accordé le droit de vote aux femmes. Ouais. On voulait se servir de notre plateforme, en gros le parachutisme, surtout un record comme ça, c'est des images qui sont très belles, qui sont spectaculaires. Donc surtout aux États-Unis, on avait un très bon DIA assistant, enfin on a fait beaucoup de presse, beaucoup de passages à la télé. On voulait se servir de cette plateforme-là, à la fois pour célébrer les femmes qui sont venues avant nous et qui se sont battues pour plus d'égalité, pour plus de liberté, et à la fois inspirer les femmes d'aujourd'hui et de demain à vivre des vies plus audacieuses, plus courageuses. Il y a des parallèles évidents entre le parachutisme et ce genre de sentiments et d'émotions. Et avoir cet objectif qui était plus grand que nous tous, ça a vraiment fait une différence dans la performance des gens. Dans le cadre du projet mixte, il n'y avait pas ça. Chacun était là pour rajouter une ligne sur son CV parachutiste. C'est vrai que c'est la classe d'être recordman du monde de para, mais c'était des motivations qui étaient individuelles. Dans le record du monde féminin, il y avait aussi ces motivations individuelles, on va pas se mentir, on est des humains, on a des égos, on est normaux, mais il y avait une couche supplémentaire. Et le fait d'avoir cette couche supplémentaire, inspirante, d'un objectif plus grand que soi, ça a vraiment changé la donne sur la façon dont les gens ont travaillé ensemble pour atteindre cet objectif. Et pour moi, c'est un des facteurs clés de la réussite dans un cas et de l'échec dans l'autre. Voilà, ça c'est juste un exemple parmi 5 autres, mais c'est ce genre de parallèle que tu peux créer. Et après, j'aborde aussi beaucoup des notions de prise de risque, justement. J'ai un adage, souvent les gens, quand je parle de parachutisme, me disent « Oh ouais, ça a l'air trop bien, mais moi j'ai trop peur, je pourrais jamais le faire ». Et je réponds toujours la même chose, si tu attends de ne pas avoir peur pour le faire, tu le feras jamais. Il faut y aller même en ayant peur. Et ça, c'est quelque chose qui, une fois que tu arrives à le faire, et le parachutisme, finalement, c'est anecdotique, hein, tu trouves la somme suffisante pour aller le faire, et puis tu peux aller le faire. C'est assez, c'est pas hyper engageant, en fait, même si ça paraît difficile. Une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que finalement, c'était un pas beaucoup plus petit que ce que tu croyais. Et ça, c'est aussi une force si tu arrives à l'intégrer. Et c'est un message que je passe assez souvent en entreprise pour les codires ou les managers qui ont un peu du mal à prendre des risques. Donc, ce serait de dépasser la peur de 1 en l'acceptant et de 2 en utilisant la technique des petits pas et en se forçant limite à dire « Ah, trop tard, je me suis engagée, je vais faire, hop, je me suis inscrite. » Alors, c'est carrément la technique des petits pas. Et il y a aussi cet aspect, cette notion de faire tes devoirs avant, un peu, tu vois, pour un saut en parachute, tu vas pas aller demander à quelqu'un qui a jamais sauté de prendre un parapluie et de t'emmener. Tu vas aller dans un centre agréé par la Fédération française de parachutisme, à des gens qui ont des diplômes d'État, avec du matériel certifié.
tu vois, tu vas te renseigner un peu sur ces choses-là et tu vas t'assurer d'aller faire ça dans de bonnes conditions. Et une fois que tu as fait ça, et là, tu vas probablement avoir la trouille pendant tout ce process. Ouais. La trouille, elle va monter en même temps que toi, tu montes dans l'avion. Elle va atteindre son paroxysme au moment où la porte de l'avion s'ouvre, où là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'était l'idée de qui déjà? Et dès que tu as franchi la porte de l'avion, la peur disparaît. Vraiment. Les gens qui n'ont jamais sauté me regardent toujours avec un air dubitatif. Comme je te regarde là en ce moment. Comme tu me regardes là en ce moment. En fait, ton cerveau, il est tellement assailli par des stimuli complètement nouveaux qu'il n'a plus le temps d'avoir peur. En fait, il est dans l'émerveillement, il est dans le waouh, il est dans le qu'est-ce qui se passe, et il est dans justement l'analyse de toutes ces données nouvelles. Et donc, tu n'as pas le temps d'avoir peur pendant que tu fais ça. Et généralement, plus tu as eu peur avant, plus tu es extatique au posé. Enfin, c'est une espèce de montée d'adrénaline et ensuite de relâchement, d'explosion. Et les 3/4 des gens, le premier truc qu'ils disent au moment où ils posent les pieds par terre, c'est « je veux remonter tout de suite, c'est génial !» Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois chez des passagers tandem et que j'ai constaté à un degré encore plus fort, plus personnel et plus profond chez des gens qui se mettent à le pratiquer comme sport, ça s'appelle une PAC, progression accompagnée en chute. Donc là, tu fais 7 sauts et ton 7e saut, il est tout seul. La prise de confiance que ça donne aux gens, d'être capable d'avoir surmonté cette peur, d'avoir agi malgré cette peur, de s'être prouvé qu'ils étaient tout à fait capables de faire ça. Parce que je vais te dire un truc auquel tu veux pas encore croire, c'est hyper facile le parachutisme. Alors après, à très haut niveau, c'est comme tout, non, c'est difficile, il faut beaucoup s'entraîner, mais sauter d'un avion, ouvrir un parachute et se poser, c'est hyper simple. Une PAC, c'est 7 sauts, c'est-à-dire tu n'as même pas 6 minutes de pratique concrète et tu es lâché tout seul et tu es complètement capable de le faire. Et 99,5% des gens y arrivent en 6 sauts. Il y a quelques personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps, mais c'est rare. Donc en fait, le parachutisme, ce qui est difficile, c'est la gestion de ton esprit. C'est pour ça que moi, je trouve ça fascinant. Déjà, à titre personnel, ça m'a énormément appris et ça m'a permis de faire beaucoup d'autres choses à côté. Mais je le constate aussi chez mes élèves dans un contexte parachutiste. Et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aujourd'hui à un public plus large via la conférence. Et comment tu concilies aujourd'hui ces deux activités? Alors, c'est un peu plus compliqué que deux activités parce que dans le parachutisme, tu as les cours que tu donnes, tu as les compétitions, etc. Mais si on simplifie, il y a un peu deux activités principales. Comment tu concilies ces deux activités qui sont quand même assez différentes, même si on comprend bien les points communs que tu fais et les résonances, le vase communicant entre les deux, mais... Alors pour l'instant, je fais comme je peux. La première étape pour moi, ça a été de bloquer du temps dans mon agenda. Je suis pas très très forte pour dire non, mais j'ai des amis qui m'appellent Yes Girl, et ça m'a beaucoup servi dans ma vie de dire oui à peu près toutes les opportunités qui passaient. Ça m'a ouvert plein de portes, mais c'est quelque chose qui peut desservir aussi. Donc là, je suis dans une phase où je dis non à certains projets para parce que j'ai la chance d'avoir atteint un degré de compétence et de notoriété qui fait que j'ai plus de sollicitations que je n'ai de capacité à les faire. Donc maintenant, je sélectionne un peu plus. Je vais dire oui à des événements. Alors, je fais encore beaucoup de records parce que je trouve ça passionnant, parce que je pense que je suis bonne dedans et parce que c'est, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un puits hyper intéressant pour tout ce que je développe en conférence derrière. J'apprends énormément et du coup, j'accumule les images et les exemples pour illustrer mon propos. Et puis ensuite, je vais choisir des événements où soit c'est un endroit très beau où j'ai encore jamais été, donc c'est une excuse pour aller découvrir un nouveau coin, soit c'est avec un groupe de gens que j'aime et avec qui j'ai envie de passer du temps. Mais je me suis donné la ligne directrice de limiter à un événement par mois pour garder à peu près 2-3 semaines par mois pour travailler sur cette nouvelle carrière de conférencière. On va voir si j'arrive à tenir cet objectif sur 2024, mais là, tous les événements para sont déjà bookés, donc en théorie, j'ai le droit de dire non à plus rien. Là. Contrat avec toi-même, là. Ouais, ça a l'air difficile, mais bravo pour cette rigueur. En parlant de 2024, c'est quoi ce fameux projet dont tu parlais tout à l'heure avec des étoiles dans les yeux? Et ben, je me suis engagée sur un accompagnement, une mastermind d'un agent de conférencier français qui s'appelle Eric Blo, et qui va m'aider à me professionnaliser en gros et travailler à la fois sur le fond, donc peaufiner un peu une ou deux conférences signatures et puis sur la forme, et puis connaître le milieu français. Parce que j'ai décidé de faire pour la conférence comme j'ai fait pour le parachutisme. Je vais d'abord conquérir la France et puis j'irai conquérir le monde après. Et donc, notamment, travailler ton réseau, les codes. Exactement. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses à développer, je pense, en parallèle de simplement la conférence et l'intervention. J'ai depuis très longtemps un bouquin qui me trotte dans la tête sur ce genre de sujet. J'ai envie de créer des moments où je vais pouvoir permettre aux gens qui m'écoutent de voler avec moi derrière, alors que ce soit en soufflerie.
Et là, pour ça, Zero Gravity sera parfait. Et là, je pourrais même, tu C'est vois, génial. faire un lien entre les trois La boucle est activités. bouclée. La boucle est bouclée. Parce qu'on a une très belle salle de conférence là-bas. Donc, Ah ouais. tu vas faire une conférence d'1 heure, 1 heure et demie avec les gens et ensuite les emmener, moi, les faire voler derrière. Il n'y a pas beaucoup de sports où tu peux avoir une intervention d'un champion du monde et ensuite aller pratiquer la discipline en direct avec cette personne. Donc, tu vois, j'ai envie de faire des choses comme ça. J'aimerais bien créer des choses avec du parachutisme aussi. Pareil, allier une conférence et ensuite aller faire sauter les gens. Donc voilà, j'ai pour l'instant pas mal d'idées qui se battent dans ma tête, qui se battent pas, mais qui se développent, qui poussent dans ma tête. Et je suis en train de mettre en place les conditions pour faire ça. Donc là, je monte une société, je me fais accompagner d'une DAF externalisée pour ça. Je développe mes réseaux sociaux. Pareil, là, j'ai des amis qui ont une agence de marketing et de communication digitale qui sont basés en Norvège et aux US. Hein. C'est une de mes coéquipières qui a monté ça, qui vont m'aider sur le développement de mes réseaux sociaux. Je fais un peu feu de tout bois pour essayer de créer quelque chose de cohérent. J'investis un peu d'argent sur moi-même l'année prochaine avec l'objectif d'exceller dans cette nouvelle discipline. Et encore une fois, tu excelles notamment dans l'art de t'accompagner des bonnes personnes pour donner naissance à ces projets. Et ça, c'est hyper inspirant. Au-delà de toutes les ressources extraordinaires que tu as et que tu transmets dans tes conférences. Et déjà là, on a entendu beaucoup de choses hyper activables. Donc, merci pour ça. Et justement, j'aimerais bien terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en plus qui serait, allez, on va dire, le grand conseil que tu donnerais à une personne qui se pose des questions sur la prochaine étape de sa carrière? C'est pas facile comme question parce que donner des conseils généraux à des cas très variés. À des cas très variés, c'est pas forcément évident. Il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais on vit dans un monde où et surtout depuis quelques années, surtout depuis le Covid, j'ai l'impression, où il y a un encouragement à travailler en tant qu'indépendant, à suivre ses rêves. C'est presque une injonction. Tu peux pas réussir ta vie si t'es pas slasher. J'ai découvert ce mot récemment. Je sais pas ce que ça voulait dire. Et je pense qu'il y a une dangerosité là-dedans. Parce que si tout le monde se met à être, tu vois, coach de vie, il n'y a plus personne pour vivre la vie. Si tout le monde se met à être coach pour manager et dirigeant, il n'y a plus personne pour diriger, créer, fabriquer des choses. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça quand on décide de s'orienter, bien se renseigner sur les réalités du métier qu'on veut exercer. Moi, je le vois en soufflerie, par exemple. Tu vois, l'image de moniteur en soufflerie, pour beaucoup de jeunes parachutistes, ça avait une image super glamour. Ça va être le tremplin parfait pour voler beaucoup gratuitement pendant 1 an ou 2 et devenir super fort et derrière devenir champion. Et la réalité, c'est que c'est pas possible pour tout le monde. Il y a effectivement quelques profils qui arrivent à faire ça, mais pour la majorité, c'est un travail très physique, c'est un travail de relationnel, de contact avec les gens. Et si tu n'y as pas été pour ça, ça va être dur ou tu vas être déçu. Donc la première étape, je pense que c'est, si on a une aspiration, se renseigner vraiment sur la réalité du métier auquel on aspire. Parce que parfois, entre l'image, c'est Instagram versus la réalité, c'est pas toujours la même chose. Donc évidemment, ça demande à la fois de l'introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'aime? Je pense que des exercices comme l'ikigai ou ce genre de choses, vous devez en parler régulièrement, c'est important pour essayer de vraiment se connaître, mais aussi essayer de vraiment connaître l'objectif. Et est-ce que ça correspond en tout point? En quoi ça correspond et en quoi ça correspond pas? Parce que c'est pas simple. Et puis se dire aussi qu'on a le droit de se tromper, de changer d'avis. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un point positif de nos sociétés où on peut avoir plusieurs vies, on peut avoir plusieurs carrières. Et c'est pas parce que tu n'as pas fait un choix à 20 ans que tu peux pas en faire un autre à 25, à 30, à 35 ou à 40. Je pourrais décliner tous les 5 ans comme ça. C'est important de se dire qu'on a le droit de changer d'avis, d'évoluer et qu'en fait, on ne saura plus de choses qu'en essayant. Tu peux pas, assis sur une chaise, faire un plan de vie définitif. Forcément, la vie va te balancer 2-3 trucs positifs et négatifs qui vont te faire prendre des chemins de traverse, qui vont te faire rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés ou prendre des décisions que tu n'aurais pas prises. Sans t'être confronté un peu à la vie et à la réalité. Donc à un moment donné, il faut lâcher, il faut y aller, il faut essayer et essayer d'être toujours dans une construction qui correspond. Merci beaucoup, Démétie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai été ravie de passer ces 45 minutes ensemble. Je sais pas. Je crois qu'on a fait un petit peu plus. Bon, écoute, c'était trop intéressant. Je me suis pas arrêtée. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles,
m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.